Et nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Wu, alors, que peut-on dire d'ores et déjà de cette rencontre au sommet tant attendue entre Donald Trump et Kim Jong-un? Peut-on déjà la qualifier de réussite ou bien d'échec? C'est au moins un grand succès pour un départ. Pour un départ, parce que cette déclaration commune a bien donné un message très clair. Deux principes fondamentaux ont été confirmés par les deux vieux belligérants. Un principe de la part des États-Unis, c'est offrir une garantie pour la sécurité de la Corée du Nord. Ça, c'est ce que les Nord-Coréens attendent toujours. Une assurance pour la sécurité. Voilà. C'est d'ailleurs le nœud du problème. Si les Coréens du Nord développent les armes nucléaires, ils disent toujours c'est pour se défendre. Voilà. Et c'est vrai dans la mesure où les États-Unis ont déployé pendant plus de 30 ans les armes nucléaires dans la partie sud de la péninsule. Entre les années 50 et le début des années 90. Bon. Et puis avec les accords de désarmement entre les deux superpuissances de l'époque, voilà, les États-Unis ont retiré leurs armes nucléaires tactiques de la Corée du Sud, mais tout en assurant aux Coréens du Sud que les États-Unis continuent à offrir une protection nucléaire basée dans la région Pacifique et sur le sol des États-Unis, voilà, qui pourrait, voilà, donc toujours selon, voilà, cette mentalité, dissuader quelconque menace venant du Nord. Bon, le problème n'était pas résolu. Pour les Nord-Coréens, c'est toujours une menace nucléaire. Bon, c'est avec cette mentalité que les Nord-Coréens ont toujours persisté dans la recherche et des essais nucléaires et les essais des missiles balistiques. Bon. Et dans la déclaration commune, cette fois-ci, lorsque les États-Unis ont confirmé leur engagement d'offrir une garantie de sécurité aux Nord-Coréens, eh bien, c'est certainement un principe fondamental pour un processus qui va vers la détente. Deuxième principe fondamental, cette fois-ci, ça vient bien sûr de la Corée du Nord. Oui. Les Coréens du Nord, dans la déclaration commune, ont réaffirmé, ou réitéré leur politique de dénucléarisation totale. Voilà. J'ai remarqué le verbe réitérer. Ce n'est pas la première fois que les Nord-Coréens ont dit nous ne voulons pas d'armes nucléaires. La dénucléarisation, c'est une politique constante de notre part. Ce n'est pas la première. En effet, au mois de mars, lorsque le président nord-coréen est venu visiter la Chine, le leader nord-coréen a bien dit au président chinois, M. Xi Jinping, que c'est une politique, voilà, c'est-à-dire la politique de dénucléarisation est une politique définie par les deux leaders précédents. D'accord? Donc c'est une politique constante que lui, voilà, en tant que troisième leader, après la fondation de la Corée du Nord, lui, il va continuer. Voilà. Donc voilà, c'est clair, c'est une position claire. D'accord. Et il est revenu en Chine au mois de mai. Voilà. Il y a eu une rencontre entre le président chinois et le leader nord-coréen à Dalian. Et à cette occasion, il a réaffirmé cette volonté de poursuivre la politique de dénucléarisation. Et aujourd'hui, ça marque au moins un grand pas vers la paix. Alors, Monsieur Cautement, vous êtes directeur du programme Asie et Chine du Conseil européen des relations étrangères. Et ma prochaine question est pour vous. Alors, cette rencontre a-t-elle produit des avancées à part du document signé entre les deux parties? Et si oui, lesquelles? Il y a évidemment des avancées, mais certaines sont une question d'atmosphère. D'autres peuvent venir de déclarations faites juste après le document conjoint. Au titre de l'atmosphère,
Coréens du Nord et Américains se parlent au plus haut niveau. Les États-Unis font des concessions assez immédiates à la Corée du Nord, et ça d'ailleurs c'est dans le document. Mais il faut aussi tenir compte de ce que Donald Trump a dit dans un interview juste après la déclaration. Dans cette interview, il dit plusieurs choses. Que les États-Unis vont arrêter leurs manœuvres militaires autour de la Corée, il dit qu'elles sont coûteuses et provocatrices, ce qui est un véritable cadeau à la Corée du Nord. Mais il annonce aussi que la Corée du Nord va très rapidement démanteler certains sites de missiles, on ne sait pas lesquels, et donc en quelque sorte il parle aussi pour les Nord-Coréens. Donc, je pense que Donald Trump se rend compte qu'une bonne partie des commentateurs disent qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans le communiqué, dans la lettre conjointe de Donald Trump et de Kim Jong-un. Ah d'accord. Et il s'agit là d'une toute première rencontre entre un président américain et un dirigeant de la RBDC qui a bien failli ne pas avoir lieu du tout. Alors pensez-vous que la RBDC s'engage sur la voie d'une normalisation progressive de ses relations avec ses pays voisins et avec ses anciens ennemis, les États-Unis y compris, monsieur? Déjà, comme je venais de dire, dans la déclaration commune, il y a des engagements officiels. Lorsqu'on publie un document de telle importance, on ne dit pas n'importe quoi. Alors, donc c'est officiel, un engagement solennel, sérieux. Alors, il faut toujours tenir compte de la complexité de ce dossier. Alors, les deux belligérants étaient en conflit, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça fait plus de 60 ans. Mais il y a un travail de suivi qui va concrétiser les choses. Mais j'ai dit, c'était des principes fondamentaux que les deux leaders ont confirmés. Et la suite, comme c'est prévu dans la déclaration commune, il y aura des discussions pour fixer les détails qui permettraient de concrétiser l'accord. L'accord, c'est-à-dire, d'un côté, voilà, les États-Unis vont offrir la garantie. Alors, la garantie, ce n'est pas un mot creux. Voilà, il y aura certainement des mesures concrètes, à commencer par... Des mesures que M. Godman a évoquées tout à l'heure. Tout à fait. Oui. En commençant par l'arrêt des manœuvres militaires. Oui. Et puis, bon, de l'autre côté, voilà, comme M. Godman a évoqué aussi, les Nord-Coréens vont faire preuve aussi de leur sincérité. D'ailleurs, ils ont déjà fait quelque chose de très important. Ils ont démantelé voilà, en invitant les principales presses internationales. Bon. Donc les Nord-Coréens ont voulu montrer leur sincérité. Il faut une démonstration de volonté de toutes les parties. Voilà, je pense que c'est un bon signe. Du moment où les deux parties ont cette volonté réelle d'avancer, eh bien, ils finiront par trouver des moyens, des accords pour concrétiser les choses. Ce n'est certainement pas facile, mais du moment où les deux parties sont animées d'un vif désir de réussir, eh bien, je pense que on parviendra. D'accord. Et M. Godman, la même question. Pensez-vous que l'on peut espérer déjà un décloisonnement diplomatique progressif par rapport à l'état et la situation actuelle? Moi, je pense que ça va prendre du temps. Je n'imagine pas, par exemple, que l'établissement de relations diplomatiques soit immédiat avec les États-Unis. Et je pense aussi, dans tout ce que dit votre correspondant, il faudrait remplacer les termes « ils vont » par « il faudrait ». On n'en est pas encore sûr. La dénucléarisation, elle a été promise de nombreuses fois par le Nord depuis 1992. Le Nord est toujours revenu en arrière. Avec ses explications, c'est sa manière de voir les choses. Mais de fait, des documents bien plus précis dans le passé ont ensuite échoué lors de la mise en application. Donc, et je pense que quand vous lisez la conférence de presse ou l'interview qu'a donnée Donald Trump ensuite, vous trouvez des problèmes non résolus. Par exemple, on lui demande, est-ce que la dénucléarisation s'applique aussi
du côté américain. Et il répond, on n'en a pas parlé. La dénucléarisation, pour lui, c'est la dénucléarisation de la Corée du Nord. D'accord. Donc sur plusieurs points, je pense que les choses ne sont pas encore résolues, en tous les cas à notre connaissance. D'accord, il reste bien sûr un long chemin devant tout le monde. Alors, Donald Trump, appuyé par certaines voix au sein de son administration, avait menacé la RBDC d'une guerre nucléaire, ce dont les pays voisins de la RBDC, y compris la Corée du Sud, la Chine, le Japon et la Russie, ne souhaitaient sans doute pas. Alors, pourriez-vous nous faire un point sur les différences d'attente et de priorité des pays de l'Asie du Nord-Est vis-à-vis de la RBDC? Ne pas souhaiter, c'est un mot voilà, un peu léger. Pour la Chine, on s'oppose fermement. Voilà, on ne permettra pas, voilà, en aucun cas, une guerre nucléaire à la porte. Voilà, on ne peut pas voilà, supporter ou tolérer voilà, un tel scénario. Donc voilà, hors de question de parler d'une guerre nucléaire juste à la porte de la Chine. Bon, alors, c'est vrai, il ne faut pas tenir des propos menaçants de ce genre. Alors, notre ami M. Kottmann avait évoqué dans le passé des retours en arrière. C'était très compliqué, j'ai étudié le dossier. Les Nord-Coréens, à plusieurs reprises, ont permis les inspecteurs de l'Agence internationale atomique d'aller vérifier les choses, voilà, dans le but de démontrer progressivement leur site d'essai. Et finalement, ça n'a pas abouti, ça n'a pas avancé très loin, mais tout ça à cause justement d'une grande méfiance de la part des Américains, voilà, et qui maintenaient la pression, les sanctions, les menaces. Eh bien, mais les Nord-Coréens, ils ne se sentaient pas en sécurité. Voilà. Comme j'ai dit dès le début, pour eux, le souci numéro un, c'est la sécurité. Bon, quand ils ne se sentaient pas la sécurité, hop, ils reviennent. Ils reviennent en arrière. Bon, c'est là le problème. Mais cette fois-ci, je vois bien qu'il y a, voilà, pour la première fois, une garantie claire et officiellement affichée par les États-Unis. Je pense que c'est un très bon signe. C'est un très bon signe, ce qui est récent. Parce qu'il y a juste un mois, au moment où les Nord-Coréens ont voulu démanteler le site, il y avait encore une manœuvre militaire entre les Américains et les Sud-Coréens. Et ce qui a entraîné voilà, des réactions un peu vives de la part des Nord-Coréens. Et puis, M. Trump, vous vous souvenez, a dit, bon, le leader nord-coréen était en colère, etc. Du coup, voilà. Ce n'est plus la peine d'organiser une rencontre. Il y a eu une décision. C'était toute une histoire spectaculaire. Bon. En fait, c'est l'une des rencontres les plus improbables, en fait, d'après beaucoup de médias. Oui, mais heureusement, finalement, bon, ben, c'est la raison qui l'a emporté. Voilà, les deux leaders se sont rencontrés quand même et ils ont produit un document bien accueilli, à mon avis, par tout le monde, parce que c'est quand même un progrès énorme. Voilà. Si on tient compte des difficultés énormes voilà, de la situation. D'accord. Et M. Kottmann, Washington a récemment menacé Pyongyang d'un scénario à la libyenne. On se rappelle que l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi avait mis un terme à son programme d'armes de destruction massive, ce qui n'avait pas empêché quelques années plus tard les puissances occidentales à aider au renversement de son régime. Alors pensez-vous que Kim Jong-un cette fois-ci puisse se permettre de renoncer à son armement nucléaire et quel type de garantie pourrait-il obtenir en échange? Il n'y a pas eu de la part de Washington de scénario à la libyenne. Il y a eu un conseiller de Trump, John Bolton, qui a dit, comme dans le cas de la Libye, ce que nous voulons, c'est récupérer les matériaux nucléaires, les ogives, pour être sûr de la dénucléarisation. C'était certainement une maladresse, puisqu'effectivement, on sait ce qui est arrivé par la suite à Kadhafi. Oui. Mais il faut souligner que ce que visait en fait John Bolton à l'époque, c'était la dénucléarisation complète et vérifiée. Ça reste une exigence américaine. Est-ce que la Corée du Nord peut se permettre de désarmer?
Moi, je pense que tout est question du contexte de sécurité, des fameuses garanties de sécurité. Oui. En réalité, ce dont le régime a besoin pour survivre, c'est de la garantie qu'il n'y aura pas de réunification. C'est de la garantie qu'il pourra subsister comme un régime séparé. Ça va contre ce que la Corée du Nord a expliqué pendant 70 ans, mais c'est la nouvelle réalité. Et donc, il s'agit surtout d'une garantie de sécurité ici. Alors, il y a quelques jours, le 8 juin, lors d'une interview, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est dit, je cite, « très confiant que la Chine jouera un rôle dans des questions relatives à la péninsule coréenne, dont la signature d'un traité de paix entre les deux parties de Corée. » Alors, M. Pompeo en discutera certainement avec les autorités chinoises lors de sa visite à Beijing d'ici 2 jours, le 14 juin. Que pensez-vous du rôle que peut jouer la Chine dans la résolution de la crise coréenne? La Chine a toujours joué un rôle très actif, très constructif dans ce dossier. La Chine, c'est d'abord un pays voisin direct. Voilà, le dossier nord-coréen. Le dossier nucléaire nord-coréen nous concerne en premier chef. En plus, historiquement, la Chine est un pays en conflit, est un pays qui s'est engagé dans la guerre de la Corée. Bon, la Chine est un pays signataire de l'armistice. Bon, pour les intérêts, pour les raisons historiques, la Chine joue toujours un rôle très actif et très constructif pour résoudre ce problème. Déjà dans le passé, à maintes reprises, lorsqu'il y a eu des difficultés, lorsque le dossier se trouvait dans l'impasse, la Chine a toujours essayé de ramener les belligérants autour de la table de discussion. Voilà. Et cette fois-ci, bien sûr, la Chine accueille très favorablement le dégel, l'amélioration de la situation. La Chine continuera bien sûr à jouer son rôle pour contribuer ensuite à la concrétisation des deux principes qui ont été confirmés, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour concrétiser les choses. La Chine jouera certainement son rôle. En fait, tout le monde souhaite avoir une péninsule coréenne dénucléarisée, bien sûr. Et quelle influence pensez-vous cette première rencontre entre les dirigeants des États-Unis et de la RBDC donnera-t-elle sur un processus futur de dénucléarisation de la péninsule coréenne? Comme ce qui est prévu dans la déclaration commune, les deux équipes de travail, qui représenteraient bien sûr les deux chefs d'État, vont se mettre au travail pour concrétiser les choses. Parce que les principes, c'est bon, c'est important, mais il faut concrétiser. Donc, pour concrétiser, ce n'est pas toujours facile. Il y aura des détails à discuter. Donc, je crois que d'ailleurs, les deux parties ont prévu très prochainement le commencement des entretiens de travail entre les deux équipes. D'accord. Ça c'est important, bien entendu. En fait, en route vers le Singapour, il y a 2 jours, Donald Trump a brutalement décidé de se retirer du communiqué commun du G7. En fait, c'était sur Air Force One qu'il a décidé de ne pas signer le communiqué commun et il a critiqué Justin Trudeau, l'accusant de trahison et de malhonnêteté, un volte-face étonnant pour tous ses alliés traditionnels. Et alors aujourd'hui, il a signé un accord sans précédent avec un ancien ennemi. Comment interprétez-vous de ces paradoxes? Ce sont deux dossiers totalement différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre les 7, ça ne marche pas bien. Il y a des différends qui les opposent. Par contre, pour ce dossier nucléaire nord-coréen, il y a eu déjà. Merci monsieur, merci d'avoir participé à notre discussion. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. À très bientôt sur CGTN Français.